Bien, rebonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Prenez place, n'hésitez pas. Il y a de la place encore, ils arrivent, je les vois. On va être pendant 1 heure ensemble, même peut-être une grosse heure, parce que vous allez voir que le débat qui s'annonce va soulever, je pense, pas mal de controverses. Et on va justement prendre le temps d'analyser un peu cette controverse. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est d'essayer de faire un bilan de cette saison estivale de la Destination France, pas seulement estivale, faire un bilan depuis le début de l'année et d'essayer de voir un peu au-delà des chiffres, au-delà des tendances, ce que ça peut dissimuler comme autre tendance ou autre biais qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Donc, on va prendre le temps de regarder ça. Et puis, évidemment, on va parler de cette inflation qui, on va le voir, joue un rôle important dans l'évolution de l'activité de la Destination France. On va parler, évidemment, de tourisme durable, parce que c'est l'un des grands sujets du moment. On va parler aussi, évidemment, de cette année 2024, avec ces fameux Jeux Olympiques qui vont être le clou du spectacle de cette année 2024 et qui vont, évidemment, là, modifier profondément les stratégies touristiques des uns et des autres. On va parler de tout ça avec nos amis qui sont autour de cette table ronde. Je pars de ma gauche vers ma droite et on a le plaisir d'accueillir Pascale Lino, qui est la Patricia Lino, présidente de France DMC Alliance. France DMC Alliance étant l'une des plus grandes associations de réceptifs en France, donc qui est présidée par Patricia, je précise. À la gauche de Patricia, nous avons Didier Arinaud, que tout le monde connaît bien, faut-il encore le présenter, directeur général de ProTourisme, qui est l'un des experts, évidemment, les plus connus de la Destination France. Merci Didier d'être avec nous. À votre gauche, Didier, Nicolas de Dianous, qui est le fondateur de NS4. Nicolas est l'un des grands spécialistes du tourisme digital, des stratégies touristiques sur le digital, sur les réseaux sociaux. Il a travaillé notamment avec de nombreuses institutions, office du tourisme, comités régionaux de tourisme, comités départementaux de tourisme, bref, c'est un sujet qu'il connaît bien. On a la chance également d'accueillir Jérémy Zegerman, qui est le directeur marketing du TGV Inouï. On verra avec lui évidemment beaucoup de choses sur la fréquentation du TGV, ce que ça dit de la fréquentation de la Destination France. Et puis enfin, on a l'immense plaisir d'accueillir Rodolphe Brégnier, chargé d'études à ADN Tourisme. ADN Tourisme rassemble justement les institutions, office du tourisme, comités départementaux de tourisme, comités régionaux de tourisme, depuis maintenant quelques années. Et ADN se charge justement de pouvoir centraliser des datas, des données, et Rodolphe nous en parlera. Alors, on va déjà faire un premier tour de table. J'aimerais justement qu'on puisse un peu sentir ce bilan de la saison estivale, parce que quand on lit la presse, très clairement, on entend, on lit un peu tout et son contraire. Vous avez des territoires qui vous disent ça a été une super saison cet été, puis vous avez d'autres territoires très déçus de leur saison. On a évidemment tous en tête la Corse, par exemple, qui a été déçu de ses résultats cet été. Mais il y a d'autres territoires. Moi, je vois dans ma région, par exemple, qui est près de La Baule, en Loire-Atlantique, les professionnels du tourisme ont été déçus de leur saison. Alors, vous allez me dire, le temps n'a pas été vraiment de la partie, en effet, dans notre coin. Mais voilà, on a à la fois du déceptif, du contentement. J'aimerais qu'avec les opérateurs, tiens, on ait tout de suite un peu leur idée, leur perception de cette saison estivale sur la Destination France. Patricia, vous en tant qu'agence réceptive, comment vous avez vu cette saison estivale? Elle est plutôt bonne, plutôt très bonne, plutôt décevante? Alors, chez France DMC Alliance, nous sommes 50 agences réceptives, toutes réparties sur le territoire métropolitain, corse et ultramarin. La tendance générale est très positive. Très positive pour vous? Très positive, avec des pics qui sont plutôt mer, montagne, campagne.
Il y a eu beaucoup moins de tourisme urbain, ça reprend pas. C'est pas trop la tendance de l'été, l'urbain. On est plus sur une avant ou une après-saison estivale. En tout cas, sur l'ensemble de nos adhérents, il est très clair que le bilan 2023 est pour nous très positif, avec une augmentation des clientèles. D'accord, donc qu'on soit bien clair, très positive en nombre de clients, pas seulement en chiffre d'affaires. Alors en nombre de dossiers, en volume d'affaires, en type de clientèle qui se diversifie pour nous. Donc l'été, si on parle que de la période été, c'est pas trop la période où on a les groupes, c'est surtout des individuels, des familles. Et là, très clairement, on a vu de très très beaux résultats sur le territoire français. Donc des Français qui se réapproprient leur région, ça peut être un tourisme de proximité, on en reparlera, mais qui veulent aussi rester sur le territoire pour plein de raisons, de prendre le train, la voiture, de prendre moins l'avion, mais en tout cas redécouvrir le pays. Et la France est vraiment de nouveau une destination numéro 1, en tout cas, qui est très très avancé dans la tête des voyageurs nationaux. Patricia, des bons résultats cet été qui viennent confirmer un bon premier semestre aussi? Absolument. Oui, d'accord. Très très bon semestre avec de très belles perspectives pour le deuxième semestre. On va en reparler. Jérémy Zegerman, pour le TGV Inouï, comment vous avez vécu cette saison estivale? Le bilan est-il aussi positif que Patricia le note de son côté? On partage effectivement la dynamique qu'évoquait Patricia et en même temps on a le sentiment d'avoir beaucoup de chance. On a beaucoup de chance à la fois parce qu'on a des super clients qui nous ont suivis tout au long de l'été et aussi parce qu'on a le sentiment de d'être encore épargné dans ce moment qui semble se dessiner et qui est caractérisé par l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on sent que l'inflation, que la tension sur les prix joue à plein. Et que de ce point de vue, le train, cet été, était encore épargné. Et c'est tant mieux, justement, pour rejoindre un certain nombre de destinations. Les destinations qu'évoquait Patricia, une très forte attractivité du littoral atlantique, toujours la Côte d'Azur. Et puis des nouvelles destinations qu'on n'attendait pas forcément, comme la montagne, comme les parties qui sont plus vertes, en quelque sorte, la Bourgogne. Et donc ça, c'est assez notable. Mais donc on termine l'été avec plus 2% par rapport à 2022, avec, je crois, 24 millions de voyageurs. Donc c'est conséquent, avec une tension forte, une exigence forte sur la demande, puisque vous le savez, effectivement, on a sorti tous les trains et néanmoins, on n'a pas encore satisfait toute la demande. C'était quand même 600 000 places de plus qu'en 2022. Et globalement, les clients ont répondu présent. Aussi avec cette tension-là qui commence à poindre et à laquelle on va essayer de répondre dans les prochains mois. Oui, oui. Alors voilà pour les opérateurs privés là, qui sont ici avec nous. Rodolphe Vrégnier, qu'en est-il pour les institutionnels? Est-ce que... Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas encore les chiffres pour nous, donc c'est difficile de s'exprimer. Est-ce que vous avez au moins des tendances? Vous inquiétez pas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci. Effectivement, vous avez déjà mis le doigt sur pas un petit problème, mais voilà, on est vraiment encore aujourd'hui sur du structurel, sur du conjoncturel, pardon. Oui. On a des tendances, on n'a pas encore les chiffres, il faut qu'on les récupère, ça prend un peu de temps, c'est souvent de l'enquête, donc voilà, on connaît le cheminement des enquêtes. On interroge quand même nos adhérents au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Nous, ce qui ressort clairement, c'est qu'on serait sur une saison de stabilité, clairement, et de contraste, et de quelques déceptions également. Oui. Alors, je m'explique. Oui. Stabilité, on a quand même des premiers chiffres qui commencent à sortir. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a un dispositif Fluvision Tourisme, par exemple, qui nous montre une stabilité des nuitées françaises sur les mois de juillet et août. On a l'INSEE qui vient de publier son bilan sur les 3 principaux modes d'hébergement marchand, qui nous montre aussi une stabilité sur ces 3 principaux modes d'hébergement marchand. Oui, c'est l'épaisseur du trait, plus 0,2%, voilà. Donc c'est une stabilité. C'est la même chose. Oui. Je vous parle aussi de contraste. Pourquoi? On le voit entre destinations. Cette année, ça a été vraiment les montagnes russes, on va dire. On a un littoral qui a souffert, notamment côté méditerranéen, un peu moins côté atlantique, si ce n'est quand il a fait moche. On a les villes qui ont, pas toutes performé, sauf celles qui accueillent pas mal de clientèle européenne et internationale, qui elles sont là.
et la campagne, et surtout la montagne, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu sur cette saison. Oui, oui. Ce qu'on voit aussi dans les chiffres Fluvision, c'est que les zones qui sont traditionnellement fréquentées l'été, c'est toujours celles-là qui sont fréquentées, même si elles baissent un poil. Sur mes nuitées françaises à l'échelle de l'été, mes 20 premières destinations, elles font la moitié des nuitées. Sur ces 20, j'en ai 18 qui ont un littoral. C'est les mêmes que l'année dernière. Donc même si le littoral méditerranéen a souffert, on le retrouve quand même toujours dans le top des départements à l'échelle de la saison. Ouais, donc ça, c'est déjà une première correction qui est importante, hein, parce que on voit bien en vous écoutant que le bilan n'est pas si positif que ça. Il y a du bien, il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est quand même, on se dirige plutôt vers une stabilité, selon vous en tout cas, de cette saison estivale. Donc c'est déjà un premier bémol. Didier Arinaud, vous avez vos propres chiffres. Alors, vous vous situez dans quel camp, je dirais? Est-ce que c'est le camp des opérateurs privés qui nous disent « ça a été une super saison » et Rodolphe qui apporte un bémol et qui nous dit « attention, c'était pas si bien que ça. C'est bien, mais c'est pas si bien que ça. » On est où? Mais les deux sont justes. Oui. Les deux sont justes. C'est-à-dire, ce qui a été très bien indiqué, vous vous souvenez, tous ces reportages qui nous expliquent que les Français ont changé, qu'ils ne vont plus sur le littoral et qu'ils décident d'aller à la campagne, à la montagne avec des chiffres extraordinaires. 10 sur 20 destinations, 18 sont des destinations du littoral. Qu'on le veuille ou non, en juillet et août, la majeure partie des vacanciers décident d'aller à la mer. C'est un fait, et cette année encore. Alors bien sûr, il y a des destinations qui ont été impactées. Et les destinations qui ont été impactées sont celles pour lesquelles l'augmentation des prix a été considérable. Et ça, on en parle assez peu. On a vu des destinations qui ont été impactées dans des grandes stations balnéaires. Elles l'ont été parce que l'augmentation inconsidérée des prix depuis des années a fait qu'à un moment donné, la clientèle, les Français qui partent en été, c'est-à-dire l'essentiel des vacanciers partent en été. Et bien ceux-là, il y en a une partie qui avait leur budget vacances qui était consumé par les charges contraintes. Et quand j'entends un certain nombre d'acteurs du tourisme, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un autre monde. Ce qui est reproché par nos concitoyens aux politiques. Comment voulez-vous, dans un monde où on a une contraction du pouvoir d'achat de nos concitoyens, où il y a une augmentation des prix de l'énergie, où il y a une augmentation des prix de l'alimentaire, où il y a une augmentation des prix des transports, et malgré la volonté considérable des Français de pouvoir préserver leur budget vacances, comment voulez-vous que les arbres montent au ciel? Donc la croissance des opérateurs, elle s'est faite par le prix. Ils ont augmenté leur prix, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. Sur les nuitées, on a une stabilité des nuitées avec bon nombre de nos concitoyens qui ont décidé d'aller aussi chez les parents, chez les amis, chez la tata qui avait une maison en bord de mer à Menton. Bizarrement, quand on a une tata et qu'on a une maison à Menton, on reçoit beaucoup plus d'amis que si on est en HLM à Saint-Ouen. C'est bizarre. Donc, on a la situation qui est une situation assez logique. Il y a 14% des vacanciers qui avaient un budget en hausse. Ces vacanciers, ils sont repartis vers les destinations étrangères pour partie. Ceux-là, ils comptent moins, effectivement, donc ils peuvent s'adresser. Ils ont envie d'une expérience particulière. Ils sont capables de s'offrir des vacances, y compris des vacances coûteuses. Très bien. Il y a les destinations qui dépendaient des clientèles étrangères. Celles-là, elles sont forcément en progression. Il y a eu le Covid. On n'avait pas d'étrangers. Donc, allez nous expliquer qu'on dit la Côte d'Azur n'a pas fonctionné. Nice a très bien fonctionné, puisque Nice a des clientèles étrangères qui sont revenues. En revanche, dans le Var, ceux qui étaient franco-français, et compte tenu des prix, ceux-là ont souffert. D'où la notion où on veut calquer en disant la Côte d'Azur, ça n'a pas fonctionné, ou le littoral méditerranéen. Moi, je connais une station comme la Grande Motte qui a fait d'excellents résultats cette année. Ou Collioure. En revanche, il y a des destinations à côté qui, elles, ont souffert. De la même façon, on nous expliquait « Ah oui, c'est fini, la Méditerranée, tous les gens vont sur l'Atlantique. » Le bassin d'Arcachon a fait une excellente saison touristique. On plaisante. C'est une baisse à 2 chiffres. On dit le Morbihan, les chiffres de l'hôtellerie, moins 6% au mois d'août dans l'hôtellerie au Morbihan. Et puis, on nous explique ensuite que la campagne... Donc, relativisons les choses. Les bons opérateurs qui savaient proposer un bon rapport qualité-prix, ceux-là s'en sont sortis. Et en fait, on en revient à des choses fondamentales. Oui. Il se trouve que les Français partent en vacances dans des destinations plutôt quand il fait beau. Et donc, il a fait beau en juillet sur la Normandie,
et la Bretagne, les gens sont allés. Dès que la météo s'est dégradée, on a eu des réservations qui se sont faites sur le sud de l'Europe. Donc ça a été une prime. Et j'ai envie de dire que le passé, c'est-à-dire cette année 2023, il y a une cassure. Et il est très important que les acteurs du tourisme l'entendent. Les Français on était sur des records de fréquentation jusqu'à la fin du mois de mars avec énormément d'avance. On était à 12% d'avance sur l'été, sur juillet-août. Le printemps a été très bon, on est d'accord. D'ailleurs, l'arrière-saison est très bonne aussi. Mais là, je parle de juillet-août. On était à plus 12% et on finit à moins 2, moins 3% sur les nuitées, avec plus 10% de clientèle étrangère. Donc ça fait combien de clientèle française? On est sur du moins sur les clientèles françaises. C'est mathématique. Et donc, pour vous, c'est un effet inflation. On est allé trop loin dans la hausse tarifaire. On est allé très loin dans la notion d'inflation avec un autre problème qui nous pend au nez. Très vite. C'est qu'on a une augmentation des taux d'intérêt, on a une augmentation des charges des entreprises, de l'énergie, de l'augmentation des salaires. Donc comment on arrive à concilier un pouvoir d'achat qui se rétracte et des coûts de production qui augmentent? Et là, on est dans un vrai défi, avec aussi une dimension qui est extrêmement importante. C'est que, vous avez vu ici, on est à l'IFTM Top Resa. On a la concurrence des destinations internationales. Bien sûr. Et donc, la Jordanie, plus 30%, le retour vers l'Égypte, l'Espagne qui fonctionne très bien. Donc, c'est véritablement, et c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est-à-dire qu'on puisse se réjouir. Et on peut les prendre les uns après les autres. Les parcs à thème n'ont pas eu une augmentation de la fréquentation en moyenne. Ils ont plutôt une baisse de la fréquentation. Souvent, ça a été compensé par une augmentation des prix. Donc, on a tout ce phénomène dans lequel on ne pourra pas, en 2024, être dans le même phénomène. On ne pourra pas compenser la baisse de la fréquentation par l'augmentation des prix. On va parler de ça. Nicolas de Dianous, quand on écoute Didier nous dit oui, jusqu'au mois de mars-avril, les résultats étaient très bons. Et puis l'été finalement est quand même assez déceptif. Vous avez, vous, connu ça chez certains de vos clients? Je pense qu'on n'a pas besoin des destinations étrangères pour faire de la concurrence en France. On est très doué pour se tirer une balle dans le pied aussi. Je vous rappelle que l'été a été extrêmement turbulent sur le plan médiatique pour le tourisme en France. On a eu un tourisme bashing insupportable de la part des médias, premièrement sur le climat et deuxièmement sur le surtourisme. On a beaucoup parlé de surtourisme cet été. Alors, on a parlé excessivement de surtourisme, sachant qu'aucun site touristique français n'a atteint ces niveaux de fréquentation d'avant Covid, ni le Mont-Saint-Michel, ni tous les grands sites. Donc les capacités d'accueil sont nettement supérieures à la réalité du terrain, premièrement. Et donc l'effet de surtourisme, c'est un miroir déformant médiatique qui a été rabâché, bassiné tout l'été, comme si c'était le nouveau marronnier des journalistes qui n'ont rien à raconter et qui ont passé leur temps à remplir leurs colonnes avec un soi-disant surtourisme totalement inexistant. Et deuxièmement, les effets du climat. Alors certes, il y a eu la sécheresse. Moi, j'ai pu accompagner un territoire du sud-est qui a eu cette problématique de sécheresse très importante. Mais quand on regarde l'histoire de ce territoire, la sécheresse, elle n'est pas supérieure à celle d'il y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans, ou d'il y a 30 ans. Ce sont des épisodes de sécheresse, absolument pas nier la réalité climatique, ce n'est pas le sujet. Mais on s'est emparé de ce sujet-là pour remplir des colonnes médiatiques, pour remplir des médias, et voilà, pour faire du sensationnalisme. Et là, on a vécu de manière très concrète la baisse de remplissage des hébergeurs, des tours opérateurs, des territoires qui ont vécu des chutes de fréquentation, ou du moins anticipé des chutes de fréquentation dès le mois de juin, parce qu'il y a eu un bashing touristique dans les médias. Et ça, c'est très clair. Facile d'accuser les médias. Début juin, pour reprendre ce que tu disais, début juin, sur plusieurs territoires du Sud-Est, moins 10% en prévision sur l'hôtellerie. Pourquoi? On a peur qu'il n'y ait plus d'eau dans les piscines. On a peur qu'il n'y ait plus d'eau dans les robinets. Parce que on a eu un bashing médiatique extrêmement négatif et pervers. On ne sait pas tellement pourquoi, mais il y a une espèce de vent de panique sur certains territoires qui ont dû réagir, on va en parler après je pense, mais sur la prise en main du problème de manière assez
vive afin de corriger le tir et de sauver l'été. Et on a eu l'impression de se retrouver quasiment à une période de 2020 post-Covid où il faut sauver l'été après la crise sanitaire, comme si on n'en avait pas de jeu à essayer, et on en remet une couche avec du tourisme de bashing et du surtourisme. Moi j'ai trouvé ça assez insupportable, et je trouve que on aurait quand même besoin d'Atout France, besoin d'ADN et besoin d'autres opérateurs pour réguler un tout petit peu les excès médiatiques de certains journalistes. Voilà. Alors, on voit bien, là, au moment où on arrive dans ce débat, on voit bien qu'il y a quand même des bémols à apporter dans ce bilan dont certains peuvent se féliciter aujourd'hui sur la France. On voit que quand on gratte un peu, évidemment, c'est un peu plus compliqué, et que l'inflation, selon Didier, en tout cas, donne son plein effet, a donné son plein effet en cet été 2023. Patricia Lino, j'aimerais qu'on se projette un peu sur l'année 2024, qui va être une année évidemment capitale pour la France touristique, puisqu'il y a les JO qui se déroulent. On attend, alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais on parle de 10 millions de touristes supplémentaires, d'autres parlent même de 16 millions de touristes supplémentaires. Ça, Didier, je le vois faire non, il nous dira ce qu'il en est. Mais est-ce que cette alerte qu'on a là, qui nous est donnée par à la fois Rodolphe, Didier et Nicolas, est-ce que cette alerte vous inquiète pour 2024, ou pour vous c'est non, a priori 2024 risque de marcher sur les traces de 2023, et ça risque aussi pour vous d'être une très bonne année. Comment vous voyez les choses? 2024, il y a donc effectivement ce grand événement avec les Jeux Olympiques. On sent déjà que ça va se passer comme cette année la Coupe du Monde de rugby 2023, qui pour nous réceptifs français amène un peu de clientèle, mais pas tant que ça. Ils sont concentrés, là pour le rugby, ils étaient concentrés sur les villes. Les Jeux Olympiques, on va être concentrés quand même sur la région Paris-Île-de-France. Pardon, sur une période donc estivale. Donc nous, nos clientèles étrangères, oui, vont venir, mais c'est pas forcément. Alors, elles peuvent venir plus tôt, de manière à profiter de l'événement pour découvrir la France. Je pense que nous aurons beaucoup plus de retombées après, parce que la couverture médiatique va être telle que du coup, nous aurons beaucoup plus de nationalités, beaucoup plus de voyageurs étrangers à venir sur la France. En revanche, il ne faut pas oublier ça, c'est que les réceptifs français ne travaillent plus à 100% pour des clientèles étrangères, mais travaillent maintenant avec des clientèles françaises et qui sont en recherche d'événements. Ça peut être pour un événement familial, ça peut être pour des retrouvailles, ça peut découvrir autrement la France. Donc on a cette nouvelle clientèle qui est de plus en plus attentive à découvrir son pays, la région d'à côté, voire sa propre région, mais qui a envie de la découvrir différemment à travers des expériences telles qu'on utilise le fameux mot, mais des activités insolites ou à la recherche de l'authentique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sent grandissant pour 2024. La demande vient soit en direct, soit via les agences de voyage françaises, qui ont de plus en plus de demandes par ces clientèles en attente, en tout cas pour le marché domestique, en attente de découvrir notre pays. Donc les étrangers, on les aura, c'est sûr. Mais je pense qu'on aura véritablement toutes les tendances sont déjà très bonnes. Les carnets de commandes déjà se remplissent très bien pour 24. Et donc ce sera forcément que de bon augure pour la suite. Jérémy Zegerman, avant de vous faire réagir sur les Jeux Olympiques, je voulais quand même avoir votre avis sur ce que disait Didier Arinaud, sur justement le rôle de l'inflation là, qui a inversé la tendance cet été. On sait que la SNCF est parfois montrée du doigt pour ses tarifs un peu élevés. Est-ce que vous ressentez, vous, sur le TGV, une attention particulière en se disant on est au maximum là où voilà, c'est attention, ça va craquer, il faut pas aller au-delà. Comment vous voyez les choses? Ça arrive parfois.
que les gens nous parlent des prix, et à juste titre, parce qu'on est extrêmement soucieux effectivement de ce qu'on arrive à proposer aujourd'hui avec un yield management que vous connaissez et des prix qui sont parfois conséquents. Quand bien même on vend aujourd'hui 50% des billets à moins de 45 €, on sent bien que ça reste un investissement pour des individus, pour une famille, que de faire le choix de TGV. Avec ses avantages et ses inconvénients, ça reste effectivement un arbitrage. Et de ce point de vue, on est effectivement soucieux de contenir au mieux les prix, mais en cultivant la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, produire du train grande vitesse en France, ça coûte cher. Ça coûte cher. On parlait de l'énergie tout à l'heure, on parlait du coût des péages. Alors l'idée, c'est pas de tout refléter dans les prix, mais quand bien même il y a une réalité qui est celle du modèle. Et puis après, la volonté effectivement de pouvoir être en proposition de ce point de vue, en étant très soucieux de ce qu'on va proposer aux clients dans le temps. Avec notamment des produits tarifaires que vous connaissez sans doute, notamment, on en parlait tout à l'heure avec mes voisins, les cartes Liberté, les cartes avantages. Et pour les cartes avantages, puisqu'on parle là des clients plutôt loisirs, c'est 30% de réduction garantie. Dès lors qu'on a ces 30% de réduction, on sait qu'on arrive sur des tarifs qui sont plus compétitifs. Donc nous, on a un souci effectivement d'être en vigilance sur ces sujets-là. Je parlais tout à l'heure justement du règne de l'arbitrage et on sent bien que l'inflation est une réalité et qu'elle a atteint un certain nombre de domaines aujourd'hui, que ce soit une partie des loisirs, que ce soit le secteur de l'habillement, le secteur de l'alimentation. Et donc on souhaite, pour l'instant on a été épargné. Je pense qu'il faut qu'on soit en extrême vigilance de ce point de vue et en même temps tenir compte de la réalité de nos coûts. Oui. Alors, c'est une équation un peu insoluble. On est en train d'y travailler. Je ne sais pas quelle réponse on apportera, mais en tout cas, l'idée, c'est d'être en grande vigilance de ce point de vue et en même temps de regarder comment on va pouvoir se projeter sur les prochains mois. Vous parliez effectivement de 2024. Avant 2024, on a une rentrée qui se passe plutôt bien, avec une Coupe du Monde de rugby qui nous profite plutôt, puisqu'on a... sur le premier week-end, on avait 650 trains quasi pleins. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et sur le match France-Uruguay à Lille, on avait des taux d'occupation de 95% sur le Paris-Lille, ce qui est une OD qui n'est pas coutumière de ce type de taux d'occupation. Donc vraiment, on arrive à... Donc on se dit, et en deux mots, on suit les tendances. Pour l'instant, elles sont plutôt positives, mais extrême vigilance parce qu'on sait effectivement que l'inflation et le prix est un vrai sujet et qu'on a justement des réponses à apporter, quand bien même aujourd'hui on essaie de les contenir. L'année des JO, vous allez rajouter de la capacité est-ce que c'est prévu ça ou pas? Alors sur la partie grande ligne, Inouï, Ouigo, pour parler de ça, je pense qu'on est assez conscient du fait qu'on aura sans doute des effets de bord en termes de déplacement sur les grandes régions françaises. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire aussi bien qu'en 2023, avec un maximum de places en plus, et puis surtout être très vigilant sur des enjeux de production, parce qu'on sait que l'été, sur le ferroviaire, c'est pas toujours trivial. On peut penser notamment au sujet de clim. Pour autant, notre enjeu pour nous, il va être surtout en Ile-de-France, ça a été dit par Patricia, et notamment avec les collègues de Transilien qui sont ultra mobilisés pour pouvoir assurer justement l'ensemble des déplacements des équipes, notamment en Ile-de-France. Rodolphe Brégnier, ces JO 2024, c'est évidemment très attendu par la destination France. Alors je parlais de 10 millions, 16 millions, on a une idée, Didier nous dira lui aussi ce qu'il en pense. Je me garderais bien de vous donner le moindre chiffre. Je suis désolé, ma boule de cristal est en panne. Non, surtout, on le voit depuis 2019, le tourisme traverse quand même un certain nombre de crises. On a eu le Covid, on a maintenant des aspects inflation. C'est déjà compliqué de prévoir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. On a une belle Coupe du Monde de rugby en ce moment, mais la suite de l'automne, c'est compliqué. Donc, je ne m'avancerai pas à faire des prévisions pour 2024. On espère bien évidemment des belles choses, il n'y a pas photo là-dessus. Et voilà, et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, si on regarde ce qui s'est passé cette année, au printemps, on avait des réservations en avance pour la saison estivale, qui se sont ralenties après. Peut-être aidé, je rejoins à 300% monsieur, par tout ce qui est passé dans la presse au mois de juin sur le surtourisme et machin. Le mois de juillet, il a eu un mal fou à démarrer. La saison, elle a vraiment débuté autour du 10 août.
pour finir en apothéose, parce que finalement, la dernière semaine du mois d'août, cette année, elle a cartonné. Et pour boucler la boucle avec ce qu'on a dit sur tout ce qui concerne l'inflation, traditionnellement, la dernière semaine d'août, elle est moins chère en termes d'hébergement. Et nous, en tout cas en fréquentation française et chiffre de Fleuvision Tourisme, je suis à plus 13% sur cette semaine-là. Ah oui, en effet. Donc, oui, le calendrier nous a aidés, mais voilà, on a un petit plus là-dessus. Donc 2024, voilà, je me garde bien de faire la moindre prévision, actuellement en tout cas. Alors on se garde bien de faire des prévisions. Moi j'ai des professionnels qui sont quand même un peu inquiets pour les JO et qui disent bah oui, alors si jamais ces 10 millions de touristes qui viennent, qui arrivent sur cette période de 3 semaines, là, 15 jours, 3 semaines des JO, et qu'en même temps vous avez des centaines de milliers de Parisiens qui vont fuir la capitale, forcément, parce qu'on leur dit c'est insupportable. Dans les aéroports, ça risque de poser un petit peu de problème, peut-être aussi dans les gares SNCF. Moi, il y a certains professionnels qui s'inquiètent, et puis évidemment, on voit aussi les prix. Alors Didier, les prix sur les prix des hôtels pendant la période des JO, c'est un truc de dingue, hein, c'est un truc de dingue. On arrive à des fois 4, fois 5, fois 10 parfois. Bon, bref, en tout cas, ce chiffre-là de 10 millions, 16 millions, toi tu disais non. Tu le contestais? Alors, la prospective est toujours compliquée, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Écoutez, on peut dire 10, 15 millions, pourquoi pas 25 millions. Non, mais on oublie juste une chose. C'est qu'on a de l'antériorité sur les Jeux Olympiques. Donc, on voit ce qui s'est fait dans d'autres destinations. Il suffit de regarder ce qui s'est fait dans d'autres destinations. Est-ce que les JO au Brésil ont été un vecteur de progression de la clientèle touristique? Mais il faut quand même être sacrément couillon, quand on est touriste et qu'on veut venir en France, de décider de venir en France si on ne vient pas pour les JO, à la période des JO, où les prix sont 4, 5, 10 fois plus chers. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bien évidemment, il y a une clientèle qui va venir pour les JO, qui va faire fuir la clientèle qui venait habituellement. Donc ça sera à somme nulle en volume de clientèle. Donc je ne sais pas quel est le crétin qui dit on aura 10 millions, 15 millions de plus, mais il n'y a aucun raisonnement derrière. Alors, en revanche, ce qui peut être positif sur les JO, c'est à double tranchant. De deux choses l'une. Soit on organise des JO absolument fantastiques, c'est-à-dire fantastique, la France est un pays fantastique. Donc quand je dis fantastique, c'est-à-dire sans manifestation, sans grève, sans dégradation, sans mauvaise image. La cérémonie d'ouverture promet d'être magnifique. Voilà. Elle promet d'être magnifique. Ce qui s'est passé avec Rio, ça a été quoi? On n'a pas arrêté d'avoir avant les JO des reportages sur le fait qu'ils avaient du retard sur les travaux, le fait qu'il y avait les gangs qui sévissaient. Parce que quand vous avez envoyé une équipe de journalistes, tout frais payé, les journalistes, il faut qu'ils produisent du reportage. Vous en savez ce que... Donc ils ne viennent pas uniquement pour couvrir les JO. Donc ils vont montrer, comme on l'a vu au Qatar, les salariés qui sont morts sur les chantiers. Donc ça donne aussi, si ça se passe bien, ça va être un formidable vecteur, non pas à court terme, enfin, pas pendant les JO, c'est après les retombées. Après. Donc, comme ça l'a été pour Londres. Comme ça l'a été pour Londres, comme ça l'a été encore plus pour Barcelone, qui n'était pas une destination touristique. C'est vrai. C'est-à-dire les JO ont fait ressortir Barcelone. Mais Paris n'a pas attendu les JO pour être connu. Donc en revanche, il faut faire attention qu'on ne soit pas bâché, pour le coup, sur nos points faibles. Et on connaît les points faibles de la France vis-à-vis de l'étranger. Il n'y a qu'à voir les émeutes au mois de juin. Elles ont eu des conséquences, non pas au mois de juin, les gens qui étaient là, ils ne sont pas repartis. On l'a vu dans la fréquentation à Paris, une diminution de la fréquentation au mois de juillet et au mois d'août. C'est-à-dire que pour un Chinois, pour un Japonais, c'est lunaire ce qui se passe chez nous. Alors dans toutes les dictatures, c'est évidemment lunaire, puisque personne n'ose lever le petit doigt sans être en prison. Donc forcément, c'est le pendant de la démocratie. Mais il n'empêche que c'est une image absolument catastrophique. Donc les JO, c'est à double tranchant. Soit ça se passe bien, c'est pour ça, autant on n'était pas inquiet sur la Coupe du Monde de rugby, parce qu'on connaît les supporters du rugby, c'est une ambiance conviviale, etc. Pour les JO, le problème, c'est pas les visiteurs, ça va être notre capacité à les accueillir et à gérer. Si on le gère aussi bien que au Stade de France, il y a quelques mois, ça va être problématique. En revanche, ça peut être un formidable vecteur. L'autre aspect, c'est que Paris, bien évidemment, va bénéficier, parce qu'il va y avoir une augmentation de cette fréquentation sur Paris. Il va y avoir une augmentation des prix, d'ailleurs, tout à fait considérable. Donc les opérateurs parisiens vont gagner beaucoup d'argent. On est d'accord. Mais le reste de notre pays, nos amis de la vallée d'Ossau, nos amis du golfe du Morbihan, nos amis
des destinations qui, eux, ont besoin des clientèles étrangères. Si ces clientèles étrangères décident de ne pas venir parce que justement il y a les JO, ça sera forcément un peu compliqué. Donc il faut éviter les raccourcis du genre les JO c'est formidable, 10 millions, 4 milliards d'euros de chiffre de retombées économiques, tout ça c'est bidon. En revanche, et c'est tout l'intérêt d'investir dans le tourisme ou dans les événements, c'est ce qui va rester des JO, les infrastructures, le fait que ça permet de structurer, de refaire des quartiers, c'est tout, et c'est ce que nous faisons chez ProTourisme, où nous calculons l'impact économique et social des événements, des actions touristiques. Il faut éviter de dire des choses qui ne prennent pas l'ensemble, l'intégralité de la problématique. Et donc, on verra. Et on espère que nos pouvoirs publics sauront gérer ça au mieux. Et peut-être pour les destinations, et ça, pour rebondir sur ton activité, ça sera peut-être intéressant pour les destinations qui, elles, ne vont pas avoir ces clientèles habituelles, d'avoir une communication spécifique pour les faire venir, et en montrant que, bien évidemment, ils ne seront pas à Paris, mais que l'ensemble du territoire national est beau et attractif et à des prix tout à fait compétitifs. Alors, il nous reste encore deux sujets dont j'aimerais bien qu'on puisse parler, prendre le temps de parler. Le premier sujet, c'est celui du tourisme durable, et le deuxième sujet de la vente de la France. Le tourisme durable, pourquoi? Parce que Nicolas de Dianou, c'est vrai que quand on se rend à des congrès professionnels, des conférences, des séminaires, des institutions, c'est devenu le sujet majeur. Alors attention, ce n'est pas une critique, hein, c'est devenu le sujet majeur. Mais à tel point qu'on ne parle plus vraiment des autres sujets. Est-ce qu'il y a là, Nicolas, une dérive où finalement c'est normal, c'est dans l'ordre des choses? C'est une question compliquée, mais ouais. La réalité, c'est qu'effectivement, dans tous les événements institutionnels du tourisme, dont je participe beaucoup, même si j'accompagne aussi des tour opérateurs ou des acteurs du privé. C'est vrai que dans le secteur public, il y a une relative obsession, et je pense que Rodolphe, tu pourras en dire un mot, à programmer le tourisme durable, l'écotourisme, le tourisme responsable, à toutes les sauces, du début à la fin de toutes les conférences auxquelles on participe. Alors moi, je suis un militant du sujet, je parle aussi de tourisme inclusif. On peut aussi parler de pauvreté, des 40% de Français qui partent jamais en vacances. Ça, il n'y a pas de souci. Compte tenu de l'énorme défi qui nous attend, ça paraît normal. Alors, Didier, tu pourras dire un mot peut-être sur le profilage et les attentes prioritaires des Français dans leurs vacances et même aussi des étrangers. Il se trouve que le durable n'est pas un sujet en haut de la liste. Moi, je me pose la question d'abord de l'enjeu. C'est pas encore une préoccupation des consommateurs. Mais c'en est une, mais en fait, on est dans un contexte quand même de crise. Vraiment, il faut quand même, je crois, prendre le sujet en face, quoi. Oui, ce sujet de l'inflation. Les gens ont de moins en moins de budget pour leurs vacances. Il y a 40% de Français qui partent jamais en vacances. Il y a des destinations touristiques qui n'ont plus un sou. Les caisses sont vides pour financer des campagnes marketing. Donc, moi, je veux bien qu'on se réjouisse tous autour de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques. Il y a quand même un vrai sujet de comment on vend la France intelligemment, comment on vend les pépites françaises. Comment on vend les destinations qui sont sous-fréquentées, qui ont pourtant un potentiel incroyable. Et aujourd'hui, il y a encore 10-15 ans, il y avait des SLA, il y avait des services dans les départements et les régions qui vendaient la destination. Aujourd'hui, ça n'existe absolument plus. On a beaucoup de difficultés en tant qu'institutionnel à convaincre les professionnels, les agents de voyage à vendre la France. Vous rentrez dans une agence de voyage, vous avez un budget, vous avez une envie. On va vous vendre la Tunisie, on va vous vendre le Maghreb, les destinations proches, la Thaïlande. On ne va pas vous vendre la France. Mais je caricature, mais c'est quand même une réalité. Je travaille avec plusieurs tours opérateurs, c'est quand même une réalité. Il y a une difficulté des agents de voyage à intégrer la destination France, et notamment la montagne, comme une offre alternative aux vacances soleil en février, par exemple. Donc je constate qu'effectivement, on a un arbre qui cache une forêt, là, pour reprendre ce que tu disais, d'hyper visibiliser le tourisme responsable, qui est essentiel. Oui, il s'agit évidemment. D'ailleurs, le distinguo doit être fait entre tourisme durable et tourisme responsable, c'est un autre sujet, mais qui oublie les préoccupations de commercialisation, de design de l'offre, de marketing,
et d'alignement des attentes du public avec l'offre réellement disponible sur place. Parce que quand vous dites on va partir au bord des lacs du Serponçon et que au 31 août, il n'y a plus un seul hôtel ouvert, il n'y a plus un seul acteur qui veut bosser, ou qu'à Val Thorens, il y a 95% de la saison qui est fait sur 4 mois, et que pour ouvrir un resto l'été, il faut se battre et supplier les restaurateurs pour rester ouverts l'été, parce que sinon il n'y a plus... On a quand même un sujet d'offre. Donc je pense, je veux bien qu'on se réjouisse, et c'est hyper important de se célébrer ces Jeux Olympiques et cette Coupe du Monde de rugby. Moi je crois que c'est des épiphénomènes et qu'on ne traite pas les sujets de fond. Et les sujets d'attractivité de fond de chaque destination française et qu'on vit sur nos lauriers. Ouais. Ça c'est... Rodolphe, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, sur ce que dit Nicolas, et après je vais faire réagir Patricia, mais sur cette omniprésence du sujet tourisme durable, qui encore une fois est tout à fait légitime, hein, attention, hein, mais de dire que le problème c'est qu'on oublie d'autres sujets sur l'offre, la construction de l'offre, etc. C'est effectivement un vaste sujet, hein, je vous rejoins tout à fait. Très compliqué et très récent aussi. Donc voilà, les choses se mettent en place petit à petit. On a une dualité, je pense, entre l'offre et la demande actuellement. Vous l'avez dit, hein, l'offre elle est en train de changer, d'évoluer. Nous, on a par exemple mis en place un challenge des territoires insoupçonnés. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le détail, hein, des offres qui répondent à des critères de tourisme responsable, qui sont commercialisées par un voyagiste. On a eu une vingtaine de lauréats depuis 3 ans où le concours est mis en place, par exemple. Et côté demande, ce qu'on voit, c'est que oui, les Français, ils ont envie mais ils vont peut-être pas jusqu'au bout de ce dont ils ont envie. Ils n'achètent pas en soi des vacances responsables ou durables, selon le terme évolue selon la prestation. Et surtout, ils ne sont pas prêts, et on le voit encore plus avec le sujet économique cette année qu'on a suivi tout l'été, ils ne sont pas prêts à mettre plus cher pour une prestation sous prétexte qu'elle soit responsable. Je me permets une remarque, excuse-moi François, je me permets une remarque. Je fais un clin d'œil à Delphine qui est dans la salle, qui est de Visite Norway. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de Visite Norway? Franchement, allez-y, vous allez voir la quantité d'offres commerciales qu'il y a sur un site comme ça. C'est-à-dire qu'on rapproche la promotion de la destination avec les offres, avec Hurtigruten, avec les fjords, avec les séjours, etc. Et le train, même en Norvège. Moi, j'ai travaillé 7 ans avec Visite Norway. Quand est-ce qu'à Tout France, nous pond un site comme ça? Quand est-ce qu'on va enfin rapprocher la promotion d'un territoire avec l'offre, avec du package, avec du prix, en fait? C'est ça, moi, ma demande. Patricia, tiens, je vous vois sourire. J'imagine que ça va vous faire réagir, et évidemment nos autres amis. Plusieurs réactions à ce qui a été dit. Vendre la France, c'est pas un plan B. C'est fini, c'est faux. Je suis désolée, messieurs, de vous contredire. Nous avons une réelle demande de la part des clientèles françaises qui ont remodulé leur façon de voyager. Les gens qui partaient plusieurs fois à l'étranger, eh bien maintenant, sur une année, eh bien maintenant inclut forcément au moins une fois de partir en France. Ensuite, pour trouver l'offre, c'est là que nous sommes présents, nous, France DMC Alliance, 50 réceptifs qui produisent des offres qui sont toutes accessibles dans une plateforme française, Made in France, qui s'appelle Tiwin. Tous les agents de voyage français ont accès gratuitement à cette plateforme pour aller chercher de l'offre. Par contre, je vous rejoins, il manque le 3e maillon, c'est-à-dire que nous, producteurs, on a tout ce qu'il faut. Les distributeurs français sont en train de développer justement et de s'approprier cette offre France. On les aide dans la formation parce qu'aujourd'hui, un agent de voyage n'est plus formé à vendre la France. Et donc, nous sommes les experts territoriaux, donc on va pouvoir leur apporter cette expertise, les soutenir. En revanche, le voyageur final, le français, il ne sait pas aujourd'hui qu'il peut trouver de l'offre France en agence de voyage. Et donc là, il y a encore du travail et on s'y met. Hein. On va justement faire passer cette communication. Est-ce que vous vous trouvez soutenu par Atout France dans cette démarche ou pas vraiment en ce moment? C'est en cours. C'est en cours. J'aime bien la litote, pas mal. C'est en cours. Didier,
J'aimerais vous faire réagir sur ce que dit Nicolas, sur ce que dit Patricia, sur la difficulté. On va aussi revenir sur le tourisme durable, hein, évidemment, mais c'est vrai que les deux sont imbriqués, mais sur la difficulté de vendre cette destination France. Aujourd'hui, quand Nicolas disait, bah oui, voilà, il y a des sites, regardez à l'étranger ce qui se passe, hein, où il y a l'offre, où on peut acheter, où il y a du prix, où il y a, voilà, et c'est ce qui manque en France. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité de cette offre de la part du public et que les agences de voyage, dans leur immense majorité, vendaient, parce que c'était leur modèle au départ, essentiellement des destinations étrangères. On peut d'ailleurs se poser la question, alors ici, c'est pas populaire de dire ça, puisqu'on a les différents tours opérateurs, mais regardez les aides qui ont été apportées aux agences de voyage aussi, dans les difficultés, alors qu'elles font partir les Français à l'étranger. Et moi qui, vous le savez, soutiens la destination France depuis de nombreuses années, défends ce pays, défends ses acteurs et ses territoires, je trouve qu'on donne beaucoup plus de la parole et l'intérêt des pouvoirs publics pour ceux qui font partir les Français à l'étranger que pour les acteurs qui développent la commercialisation sur la France. Et les réceptifs, il serait souhaitable que les réceptifs soient aidés à grossir, à devenir visibles et à être mis en marché, à être soutenus. Ça paraît clair. Pourquoi on fait du tourisme ? On ne fait pas du tourisme parce qu'on aime les touristes. Sinon, on les accueillerait tous gratuitement chez nous. On fait du tourisme pour vivre au pays, pour que nos vallées, nos territoires ne soient plus des déserts, pour que ce soit un complément de l'activité économique, pour que ça fasse vivre nos agriculteurs. C'est pour ça qu'on fait du tourisme. Donc, on a tout intérêt à avoir une chaîne de constitution d'une offre et de commercialisation efficace. Alors, on parle d'un tourisme durable. Le tourisme durable, d'abord, on a un premier problème. On fait une enquête chaque année chez ProTourisme sur les Français et le développement durable, et notamment le tourisme durable. On a une de nos filiales qui s'appelle FTC, qui est engagée depuis 30 ans sur les certifications en matière de tourisme durable, et notamment Green Globe. Vous connaissez beaucoup d'établissements en France qui sont Green Globe, alors que c'est la norme internationale la plus reconnue. Il y a le Club Med, par exemple. Vous voyez ? Donc, gros opérateur qui a fait un gros effort pour être Green Globe, pour être BREEAM en termes de construction, pour être Green Globe en termes d'exploitation. Donc, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est durable, ou c'est pas parce qu'on est gros qu'on est non durable. Une chaîne comme Iberostar en Espagne, partout il y a des fontaines à eau, il y a des circuits courts, il y a l'utilisation d'énergie durable, de panneaux solaires. Nous, on blablate. On fait des conférences. Ici, il y a eu combien de conférences sur le tourisme durable pendant ce IFTM ? Les solutions, elles existent. Qui met en place ces solutions ? Qui les met en place ? Chaque fois qu'on propose comment on analyse, au lieu de dire il y a du surtourisme, faisons une analyse des flux. C'est ce que nous faisons sur l'île d'Ars, c'est ce que nous faisons en Corse en ce moment chez ProTourisme. C'est ce que fait FTC dans l'accompagnement des acteurs sur le développement durable et notamment en Martinique. Qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Et donc, il ne faut pas s'étonner derrière que les citoyens se disent « ça, c'est du discours, ça, c'est du greenwashing », ils n'y connaissent rien, ils ne comprennent rien. Ça fait plaisir aux institutionnels, ça fait plaisir aux experts de parler de tourisme durable, les gens ne connaissent rien. Je vais vous donner quelques éléments de l'étude. On demande aux Français quelles sont les destinations symboles de tourisme durable en France. Première région, la Bretagne. Bah, je veux bien, mais enfin, en Bretagne, avec tout le respect que j'ai pour les acteurs bretons, il y a quand même des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'algues vertes, il y a quand même des problèmes de lisier, il y a quand même... On leur demande quelle est la destination étrangère symbole de tourisme durable. L'Espagne y répond. On leur demande quels sont les acteurs symboles de tourisme durable. Dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, ils mettent Cap Fun. Cap Fun, c'est-à-dire avec les aménagements en plastique. Non, j'ai rien contre Cap Fun, ça répond... Mais de là en faire un exemple. Donc ça montre bien, regardons les faits, que les gens comprennent rien. Et à la limite, c'est ce qu'il y a de horrible pour moi, et je le vis douloureusement, c'est que plus on leur parle de tourisme durable, plus on leur parle de ça, et moins ils y croient. Parce qu'ils se disent tout ça là, c'est que pour faire du business, ça n'a pas de sens. Alors heureusement, il y a des acteurs qui le font à des petites échelles, mais commençons déjà par expliquer aux gens ce que l'on fait. Si on est un établissement qui est engagé, montrons comment on est engagé.
ce que l'on fait en termes d'économie d'énergie, et pas seulement la serviette qu'on met pour pas avoir à la laver, parce que ça fait l'économie pour l'opérateur, qu'on valorise les circuits courts, qu'on valorise les acteurs locaux. Et il y a des gens qui font du tourisme durable sans le savoir, parce que c'est leur ADN. Et là aussi, comment on soutient? Comment on les soutient? Et quand on prend les opérateurs, alors là je parle de nos clients, les opérateurs, chaque fois, depuis, plus ça va, plus on leur parle en leur disant ça serait bien que tu t'engages dans une démarche. Parce que, contrairement à ce qu'ils croient, en plus les démarches, c'est que non seulement elles sont vertueuses pour la planète, mais elles sont aussi vertueuses pour l'entreprise, elles sont vertueuses pour les salariés, parce que demain, travailler dans un secteur où on dit que c'est un secteur qui pollue la planète, qui génère du surtourisme, c'est pas étonnant qu'on ait du mal à recruter. Les jeunes ne veulent pas être dans des entreprises non vertueuses. Et donc ce chemin, il est indispensable, mais il faut qu'on le prenne par le bon bout, qu'on arrête de blablater et qu'on agisse. Et on a un transporteur national qui, lui, utilise de l'électricité décarbonée. Décarboné, on essaye effectivement de s'investir à grande échelle côté TGV, TGV Inouï. Pour nous, c'est effectivement important. Est-ce que c'est l'argument pour lequel vos clients choisissent le TGV? En tout cas, j'ai le sentiment, et les études qu'on peut mener, puisque nous également on mène quelques études, démontrent semestre après semestre que la préoccupation pour des sujets de décarbonation, pour des sujets environnementaux, elle se fait de plus en plus... elle est de plus en plus importante. Après, je rejoins les intervenants, on n'a pas vu que c'était encore un critère décisif. Et le prix reste particulièrement important, les enjeux de sécurité, les enjeux de flexibilité. Donc petit à petit, néanmoins, on voit que les gens peuvent changer, que ça implique du transfert modal, de l'avion vers le train, de la voiture vers le train. Nous, on s'en réjouit, et pour autant, l'idée, c'est surtout pas de se reposer sur nos lauriers, de se satisfaire de cette rente de situation, mais c'est aussi d'aller plus loin dans la façon dont on peut produire le train, dont on peut assurer la propreté du train. Donc on a été préoccupé, par exemple, cet été, alors qu'on sait qu'il y a des difficultés avec l'eau, sur la bonne façon de nettoyer les rames. Et donc, je pense qu'il y a un accompagnement et un gros travail qui nous reste à faire sur ces sujets-là, mais on a le sentiment, en tout cas, que pour des courts séjours et pour un certain nombre de déplacements, les gens peuvent faire le choix du train, peuvent faire le choix du TGV, alors qu'auparavant, ils pouvaient faire le choix de l'avion ou de la voiture. Et de ce point de vue, les taux d'occupation en témoignent, même si ce n'est pas encore l'argument complètement décisif. Ça reste en tout cas pour nous un sujet extrêmement important dans lequel on s'investit, et je pense que c'est ce que disaient les collègues également. Juste un exemple qui va dans votre sens. On peut avoir une démarche vertueuse avec des choses simples. L'Occitanie a lancé le pass Occitanie Rail Tour. Mais c'est vraiment, c'est compliqué à mettre en place, mais c'est vraiment simple comme idée. C'est dynamiser le tourisme et les loisirs en Occitanie, que ce soit en endogène avec des habitants de l'Occitanie et en exogène avec des Français, voire même des étrangers qui vont choisir l'Occitanie. Pourquoi? Parce qu'on peut poser sa bagnole et prendre le train avec un seul pass, qui est pas cher, qui est à 10 € par jour, je crois, en partenariat avec la SNCF. Ça, c'est une vraie offre. Ça, c'est un vrai produit séduisant pour les jeunes, séduisant pour les touristes, séduisant pour les étrangers. Ils sont même allés assez loin, puisque dans le design de l'offre, ils ont produit des cartes touristiques où il n'y a plus les routes. Il n'y a plus les routes de circulation des voitures. Il n'y a que les vélos, les chemins de vélo, les chemins de randonnée et le rail. Et ça, c'est intelligent. Comment on peut consommer une destination avec une offre qui est revue, qui est repensée, qui est attractive et qui est durable? Ça, je trouve que c'est une initiative qu'il faut souligner quand même. Juste un mot sur la Bretagne a une initiative extraordinaire aussi. C'est les séjours sans voiture. Et non seulement ils les ont packagés, c'est tout à fait lisible, c'est une offre tout à fait intéressante. Donc ça fait partie aussi des initiatives. Elles sont trop peu nombreuses, mais elles sont extrêmement bien faites. Et ça montre aussi que la communication, lorsqu'elle est bien faite, et c'est le cas de la Bretagne, qui fait un travail formidable en termes de com', eh ben, ils ont réussi à passer au-delà des freins et, vous vous rendez compte, à devenir, dans la tête des Français, celle qui apparaît comme la destination la plus durable. Le canal de Nantes à Brest, c'est magnifique. À vélo, je vous le conseille. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des commentaires dans la salle? Profitez-en. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Dites-le. Ici, monsieur. Je ne peux pas aller plus loin. Pardonnez-moi.
Bonjour. Je ferai un commentaire concernant la... Plus près. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, je ferai un petit commentaire par rapport à la SNCF et compagnie. Le fameux pass Occitanie, c'est quelque chose que l'Allemagne a déjà mis en place, c'est quelque chose aussi que l'Espagne a mis en place. Et ça paraît un peu tard. Ça paraît un peu tard dans le sens où pourquoi est-ce que le restant de la France ne le fait pas? J'entends complètement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et par ailleurs, ça dépend aussi d'une dynamique des régions. Et donc effectivement, là, on a affaire à l'Occitanie ou à la Bretagne ou à un certain nombre de régions qui sont très volontaristes. Et donc nous, effectivement, l'enjeu, c'est d'accompagner ces dynamiques pour pouvoir, en tout cas, travailler cette question du dernier kilomètre. On sait que cette question du dernier kilomètre, elle est clé et que c'est une partie, en tout cas, de l'explication que peuvent donner une partie aujourd'hui des clients quand ils font le choix de la voiture encore, de pouvoir avoir une voiture à domicile, enfin une voiture sur place. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on progresse, et notamment avec ce type d'initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? On va y arriver. Merci. Non? Si? Allez-y. Bonjour. Je voudrais savoir, je représente Plus près le micro. Un grossiste de G2 Travel. Donc, est-ce que pendant les JO, j'ai une question pour vous, on devrait arrêter de ramener des groupes à Paris? Alors pourquoi faudrait arrêter de ramener des groupes à Paris? Parce qu'il y aura trop de monde? Tout est bloqué, les hôtels sont chers. 4 fois plus cher, comme vous dites. Ouais. Et il n'y a pas de ticket pour les musées, il n'y a rien. On n'a pas les plans de logistique pour le transport, on n'a rien. Ah. On est à J-260 jours. Ouais. Et arriver à 6 mois avant, on ne peut plus rien placer à Paris. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de proposer à ces groupes, en leur disant que au moment des JO, c'est pas la bonne idée de venir à Paris. Et il y a quantité de destinations à moins de 3 heures de Paris, y compris que l'on fait en train, pour découvrir de formidables villes avec du patrimoine extraordinaire, y compris d'ailleurs de certaines villes plutôt méconnues. Poitiers, par exemple, et son patrimoine culturel, son patrimoine est énorme. De Belfort, qui peut être fantastique, de Lille, de Nantes, de Bordeaux, d'autres destinations qui n'ont pas les JO et qui pourraient permettre justement, c'est la période pour laquelle vous pouvez dire à vos clients, c'est une formidable idée d'aller à Paris, c'est une ville extraordinaire, mais pas à cette période. Profitez-en pour découvrir d'autres destinations. Oui, mais à 6 mois avant, 6 mois ou 4 mois avant, quand tout sera relâché, les hôteliers reviennent nous dire est-ce que tu as des groupes? Et nous, on n'aura plus de groupes. Tout sera parti ailleurs. Eh bien, les hôteliers, ils sortiront très bien pendant la période des JO. D'accord. Croyez-moi, il y aura pas de problème pour les hôteliers pendant la période des JO. Et s'ils s'en sortent pas, c'est vraiment parce qu'ils auront trop augmenté les prix. D'accord, merci beaucoup. Patricia? L'intérêt, justement, c'est de vous adresser aux réceptifs français, parce que c'est là que nous avons notre valeur ajoutée, pour vous proposer d'aller visiter d'autres régions, comme disait Didier, de participer à d'autres activités, de découvrir qu'il y a de magnifiques forêts dans le Limousin dont personne ne parle, et que vous pouvez faire du vélo, que vous pouvez faire des cours de cuisine, que vous pouvez rencontrer des Français, de découvrir le savoir-faire. Et pour ça, il faut sortir, il faut aller dans d'autres régions. Et nous, on est là. On est là pour vous conseiller. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est une très bonne initiative que de rapprocher les privés des publics et qu'il y a également toute une industrie qui peut se mettre en marche entre les groupistes et puis ce que vous faites. Et je milite, hein, ça a été dit plusieurs fois, mais sur le rapprochement il y avait Home Exchange tout à l'heure dans la salle, il y a Airbnb, il y a Booking, il y a la SNCF. Enfin, faisons des partenariats, travaillons ensemble, rapprochons le public et le privé. Et la scission un peu historique et politicienne d'avoir les institutionnels d'un côté et les privés de l'autre, je pense que c'est le monde d'avant. Bon, on va écouter plein de choses dans cette conférence. En tout cas, moi, je vais retenir trois choses principales, même si, encore une fois, il y a une foultitude d'informations. Je retiens, première chose, c'est que la saison estivale n'a pas été aussi bonne qu'espérée.
très clairement, de ce qui nous a été dit. On peut se féliciter de beaucoup de choses, mais la saison estivale n'a pas été franchement celle qu'on espérait, celle qu'on attendait, et que là, il y a clairement un effet inflation qui s'est fait sentir sur cette saison estivale. On a pratiqué des tarifs assez élevés un peu partout, et évidemment, à un moment donné, ça coince. Ça coince les Français. Le consommateur ne peut pas suivre. Donc là, il y a un point de vigilance. Attention pour la suite, et notamment pour l'année 2024 avec les JO. Deuxième point qui est important sur le tourisme durable, j'ai envie de dire, arrêtons de parler, c'est ce que nous disent nos participants, arrêtons de parler, agissons, faisons des choses. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'initiatives en cours, localement, qui sont remarquables, il faut les faire, il faut les soutenir. Arrêtons de trop en parler, faisons les choses. Et puis sur la vente de la France, il y a tout à faire, je dirais, quasiment. Vous nous dites finalement, on sait faire de la promotion, mais on ne sait pas vendre. On a tout à faire, tout à inventer là-dedans. Et les agences de voyage ont leur rôle à jouer, évidemment, pour vendre la France aux Français. Elles sont là, et si elles étaient un peu plus soutenues, peut-être que ça irait un peu plus vite. Donc voilà ce que je retiens moi en tout cas. Un immense merci à vous 5, vous avez été remarquables, c'était passionnant. On peut vous applaudir bien fort. Merci à vous. Merci, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve demain pour les conférences d'IFTM.